Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de webinaires Future of Sales où nous allons explorer quelles sera demain les grandes tendances de l'univers commercial et du management commercial. Je suis Adrien Watt d'Incentive et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Fabien Lucron de la société Premium. Bonjour Adrien. Bonjour Fabien. Donc le sujet d'aujourd'hui est assez sensible et capital dans toutes les organisations commerciales. Il s'agit de la rémunération variable. Donc Fabien, vous avez dirigé des forces commerciales une grande partie de votre carrière, d'abord chez JP Morgan, puis après chez AXA, alors que ce soit en animation de réseau de distribution et force de vente interne, avant de rejoindre Premium en tant que directeur du développement, et on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Merci. Alors peut-être avant de commencer dans le sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter Premium, vos différentes activités ? Oui, alors rapidement, Premium est un cabinet de conseil dédié exclusivement à ce sujet sensible qui est la rémunération variable. Donc, moi j'ai découvert qu'on pouvait en faire un métier à plein temps. Nous accompagnons maintenant nos clients qui sont essentiellement des grands comptes depuis un peu plus de 20 ans pour adresser l'ensemble des problématiques qui sont liées à la rémunération variable, de façon à faire en sorte que ces systèmes de rémunération dans lesquels on investit beaucoup d'argent produisent les effets d'incitation et donc la motivation voulue par les entreprises. Très bien. Alors justement, en rentrant un petit peu dans le sujet, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la rémunération variable est-elle si importante ? Alors je pense honnêtement qu'elle l'a toujours été en réalité, et notamment et plus particulièrement lorsqu'on parle des commerciaux, qui sont, on va dire, une des populations les plus motivées par la partie rémunération, et notamment la rémunération variable. Elle l'est peut-être encore plus aujourd'hui, dans un contexte où il y a eu, pendant les phénomènes de crise, des limitations sur les hausses de salaire fixe, et qui ont plutôt mis les entreprises dans une situation d'augmenter la rémunération variable, c'est-à-dire de pouvoir récompenser les surperformeurs. Et donc, évidemment, elles se sont tournées généralement vers la rémunération variable pour le faire. Très bien. Et alors, sur quel constat a été fondé Premium ? Alors, je vous le disais, ça date un petit peu, maintenant c'est il y a un peu plus de 20 ans, mais les premiers constats ont été de se dire qu'au final, les entreprises faisaient évoluer assez régulièrement leur stratégie, et notamment leur stratégie commerciale, et que la première chose que l'on a pu constater, c'est qu'ils ne faisaient pas évoluer les systèmes de rémunération variable aussi souvent, ce qui, de fait, nous amenait à constater un dysfonctionnement et un non-alignement entre, d'une part, la stratégie commerciale de l'entreprise et d'autre part, ce que l'on motivait les commerciaux à faire. Très bien. Et donc justement, Premium vous accompagnez des grands comptes, vous l'avez dit en introduction, dans une multitude de secteurs d'activité. Lorsque vous intervenez, notamment en une phase amont d'audit, qu'est-ce que vous observez comme erreurs qui ont été commises principalement par les directions commerciales dans la structuration de cette rémunération variable ? Alors, des pièges, il y en a beaucoup, en fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont déjà réfléchi à un dispositif de rémunération variable ont dû, comme moi, s'arracher un peu les cheveux, parce qu'il y a en effet, c'est un sujet un peu sensible, dès qu'on touche à la rémunération d'un collaborateur, par nature, il a tendance à se dire qu'on va chercher à lui en demander plus pour une récompense moindre. Donc c'est un sujet sensible et souvent une stratégie d'entreprise, une stratégie commerciale notamment, est complexe, d'autant plus aujourd'hui. La vente se complexifie, on en est tous les témoins. Et de ce fait, on cherche forcément à traduire cette stratégie dans un plan de rémunération avec toute la complexité que ça recèle. La première chose que l'on constate, enfin en tout cas assez souvent, c'est l'empilement de règles et de KPI. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, on est dans un monde qui se complexifie et on aimerait en fait pouvoir faire porter tous les objectifs dans le plan de rémunération. Et du coup, on se retrouve avec 6, 7, 8, voire parfois 10, j'ai déjà vu, 10 natures d'objectifs. Vous vous doutez bien que dans ce genre de cas, les collaborateurs seront un peu perdus d'une part, parce que très clairement, la stratégie sera peu visible. Le deuxième effet, c'est qu'ils vont faire leur marché, c'est-à-dire qu'ils vont choisir les indicateurs sur lesquels ils pensent être les plus performants et abandonner les autres.
c'est exactement pas ce que je voulais faire. Et puis la conséquence de tout cela, c'est qu'au final, ça va d'ailleurs lisser énormément la rémunération, parce qu'au final, tout le monde a une possibilité de s'y retrouver. Et donc, il y aura très peu de différenciation entre les primes des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant, de constater qu'il y a beaucoup trop d'indicateurs de performance dans un plan de rémunération. Je dirais un deuxième aspect assez courant, et qui est très lié au fait que beaucoup utilisent Excel pour fabriquer les barèmes de rémunération. On constate beaucoup d'effets de seuil et des effets de rupture. Alors souvent, les barèmes s'expriment un peu en marche d'escalier. J'ai une prime à 90%, puis ma prochaine prime est à 95%, et ainsi de suite. Vous vous doutez bien que là aussi, on va avoir un certain nombre d'effets délétères en termes de motivation, parce que très clairement, celui qui est à 95, qui vient tout juste de passer, 95. S'il est rémunéré sur une période d'un mois, s'il passe les 95 le 10 du mois, tout va bien, il va continuer à essayer d'aller chercher la prime à 100%, c'est clair. Bon. En revanche, s'il l'a fait le 22 du mois, qui se dit que 8 jours c'est trop peu pour imaginer atteindre les 100, et donc la prochaine prime, ce qu'il va faire, au final, il va se dire, je m'arrête là, j'essaye d'en garder un peu sous le coude pour le prochain cycle, donc il va faire du frigo, il va essayer de garder les affaires, c'est exactement ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va en perdre, les affaires, parce qu'en essayant de les garder et de faire attendre le client, il y a quand de chance pour qu'il en perde. Bon, et puis, pourquoi est-ce qu'il a intérêt à faire ça? Parce qu'en plus, il se dit, si je continue à produire de la performance et que je m'arrête à 99, je ne touche pas une prime supplémentaire. En revanche, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on va m'augmenter mes objectifs le coup d'après. D'accord. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, les effets de seuil sont assez délétères. Alors, je pourrais vous expliquer longuement tout ce qu'on en pense, mais globalement, la notion de performance, c'est une notion continue. De sorte que, du coup, le barème de rémunération, idéalement, il faudrait qu'il soit lui-même continu. Et donc, chaque effort supplémentaire soit bien compensé. Voilà, deux grandes erreurs. Il y en a plein d'autres. Donc, trop d'objectifs et des effets de seuil, où là, avec une tendance où on va pouvoir faire du frigo, malheureusement, pour atteindre ses objectifs le mois d'après, parce que le temps est trop court. Donc on a un petit peu évoqué le sujet des KPI. Vous disiez que vous rencontriez des organisations où il y en avait trop, jusqu'à une dizaine. Alors justement, quel est le maximum de KPI selon vous, dans certains secteurs par exemple, pour que la rémunération valable reste lisible? Il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de lisibilité, vous avez raison. Et puis un deuxième sujet, c'est de pouvoir conserver un poids important pour chacun des indicateurs. Idéalement, il ne faudrait pas pouvoir dépasser 4 indicateurs. Je dis bien idéalement parce que ce n'est pas évident. Ça suppose de prioriser les indicateurs et donc de faire des choix. C'est toujours délicat. Alors pourquoi 4 ? Tout simplement parce que déjà, on peut rarement demander à un collaborateur d'avoir 8 priorités. Ça ne marche pas. Donc pour des raisons de lisibilité, on l'a dit. Et le deuxième point, c'est qu'il faudrait globalement qu'aucun indicateur ne pèse moins de 20% du plan. Parce que si un indicateur pèse très peu, comme je le vois parfois, 5, 8, 10%, il y a de grandes chances que, en fait, l'enjeu étant relativement faible, le collaborateur ne va pas prioriser du tout ce critère. Il va aller plutôt sur les autres. Et celui-là, peut-être qu'avec un peu de chance, s'il n'est pas trop loin de la performance qu'on attend de lui, il va faire le petit effort supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt produire des comportements opportunistes. Et on ne va pas fabriquer une réelle motivation à aller chercher la performance attendue. Donc le poids d'un indicateur, pour que ça puisse être cohérent et que ça puisse emmener le collaborateur vers une notion de motivation, c'est minimum 20-25%. De sorte que par nature, du coup, 4 indicateurs, c'est mal. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a des indicateurs justement à privilégier plutôt que d'autres dans votre expérience? Et notamment, est-ce qu'on peut intégrer du qualitatif et du quantitatif dans les indicateurs de rémunération variable? Alors là, il y a deux questions en fait. À la première question, y a-t-il des KPI que l'on doit privilégier? En fait, j'aurais tendance à dire non. Parce que à partir du moment où on prend conscience que le plan de rémunération doit être une déclinaison de la stratégie commerciale de l'entreprise, il n'y a pas donc un bon plan de rémunération, il n'y a que celui qui produit les effets d'incitation que vous souhaitez.
et très précisément. Donc le choix en fait, des indicateurs dépendra très clairement de la stratégie que vous voulez déployer. Donc il y a autant de plans de rémunération qu'il y a d'entreprises. Donc le choix des indicateurs peut être vraiment très large. Y compris d'ailleurs dans la façon dont on calculera l'indicateur, le moteur de calcul qu'on choisira. Donc, à cette première question, je n'ai pas de bonne pratique sur le choix des critères. En revanche, sur l'introduction d'une part de qualitatif, oui, c'est une vraie tendance d'ailleurs de fond qu'on observe depuis quelques années déjà. Ça a du sens que d'introduire une notion de qualité. Et en revanche, il y a quand même des conditions d'application qui sont assez essentielles. Et, notamment, le grand piège que l'on constate assez régulièrement, c'est une prime de qualité, mais à la main du manager. Bon, très rapidement, lorsque on rentre dans ce genre de sujet, on se rend assez vite compte que la prime va être plutôt moyennisante, c'est-à-dire que voilà, il y aura très peu de différence entre le très bon collaborateur et le collaborateur qui n'est pas vraiment en performance. On verra même certains managers s'en servir pour compenser une sous-performance d'un collaborateur en se disant bon, cette année il a eu du mal sur le quanti, donc je vais lui mettre une bonne prime quali pour que quand même il s'en sorte. Voilà, donc ça perd un peu de sa nature de récompense de la performance. Voilà, exactement. Donc, et puis il y a l'effet note de gueule, clair. On a travaillé il y a quelques temps pour une grande banque, un réseau de retail, où on se rendait compte que la note managériale amenait des contresens, c'est-à-dire que ceux qui, au final, avaient la meilleure note n'avaient pas forcément d'ailleurs la plus grosse prime, et ceux qui avaient d'ailleurs la meilleure note n'étaient pas non plus forcément ceux qui étaient les plus performants sur les critères quantiques. De sorte qu'il y avait d'ailleurs dans cette rémunération pratiquement plus aucun lien entre la performance commerciale et la prime acquise au fond. Bon, quand on en arrive à ce genre de problématique, évidemment, ça remet en question la partie purement qualitative à la main du manager. Tout à fait, avec des conséquences qui sont désastreuses pour les équipes, parce que, bien sûr, surtout les populations commerciales discutent énormément entre eux, et donc finalement, ce qui se dit dans une salle de réunion finit par sortir, et donc ça crée des frustrations, augmente la volonté des collaborateurs de partir ou d'en vouloir à leur manager. Donc, et ça devient contre-productif, alors que c'est coûteux. Très bien. Justement, vous avez publié une statistique qui est intéressante. Donc vous dites que 32% des situations, les bénéficiaires estiment, et c'est très lié à ce qu'on vient de se dire, que la rémunération variable n'est en réalité que peu sensible à leur performance. Ouais. Alors on a parlé là plutôt de la prime qui est à la main du manager, mais dans le cas de la rémunération variable, à quoi est-ce dû ? En fait, c'est souvent lié à un mauvais réglage initial du dispositif. C'est-à-dire que, si vous voulez, la motivation, elle provient d'un double effet, c'est-à-dire l'espérance d'un gain élevé qui doit absolument être combinée par la possibilité de tout perdre. Et c'est donc cette mise en tension qui va fabriquer la motivation du collaborateur à aller chercher la performance que l'on attend de lui. Si, dans un dispositif, pour plein de raisons d'ailleurs, on se rend compte qu'on est très peu sélectif, il n'y a pratiquement pas de perdants, tout le monde touche à minima une prime, et que par ailleurs on est très peu différenciant, c'est-à-dire que celui qui a atteint son objectif on lui donne 100 et celui qui a exposé son objectif on lui donne 150. C'est pas une énorme différence. Eh bien par nature très vite les gens vont se rendre compte que je fasse l'effort, que je produise l'effort d'aller chercher la performance ou pas, l'écart de rémunération est tellement faible que pourquoi est-ce que je m'en ferais ? Et donc, ça c'est un problème de réglage initial dans la phase de politique de rémunération variable. Ça peut être une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce que je vous disais, c'est l'empilement de critères qui va faire que, au global, le collaborateur s'y retrouvera, parce qu'il trouvera toujours un moyen d'être bon sur 3-4 indicateurs parmi les 10, du coup ça compensera sa sous-performance de l'autre côté. Donc, évidemment, tout ça, ce sont des dysfonctionnements qui se règlent assez facilement. Donc on pourra les identifier, et c'est pour ça qu'on commence toujours par cette phase de diagnostic quantitatif. Merci.
Je sais que parmi l'audience, il y a de nombreux commerciaux, notamment qui font de la vente B2B assez complexe. Donc on le sait, avec des cycles de vente qui sont de plus en plus longs, qui font aussi intervenir différentes populations. Alors ça dépend du secteur, ça peut être des avant-ventes, ça peut être des techniciens ou alors des chefs de projet. Et donc comment faire en sorte d'établir une rémunération variable qui soit équitable dans ce cas-là? Alors, vous voyez, globalement, je ne suis pas un grand partisan de la rémunération variable collective, en clair, parce que par nature, une rémunération individualisée sera globalement plus motivante, parce qu'on donne l'intégralité des leviers aux collaborateurs pour aller chercher une performance. Mais dans le cas que vous indiquez, c'est d'ailleurs une bonne condition d'utilisation, c'est-à-dire que là, on va chercher à produire des comportements collaboratifs entre les gens. C'est-à-dire qu'on est donc intimement convaincu que la vente ne se fera pas sans l'addition des compétences des uns et des autres. Et dans ces conditions-là, amener une rémunération variable collective, là, a du sens. En tout cas pour partie. Il gardera toujours une personne individuelle, sans aucun doute. Mais amener du collectif dans une équipe, parce qu'il y a des compétences différentes qui fabriquent un résultat, je suppose qu'en effet, on puisse du coup rémunérer l'ensemble de l'équipe sur une seule et même performance. Et en termes de dosage, qu'est-ce que ça peut donner alors sur une vente complexe où le cycle de vente serait d'un an par exemple, où le commercial, un exemple, participer à 30-50% de la valeur? Est-ce que c'est au temps passé qu'on va réussir à faire ça, ou alors une négociation collective avec les managers? Alors je ne pense pas que ce soit une négociation pour le coup. Il faut que ce soit notamment... il faut que les règles, si vous voulez, en termes de rémunération variable, elles soient données dès le début. Il faut que les gens sachent quelles sont les règles, pourquoi ils courent, et quelle est la performance qu'on attend d'eux. Par conséquent, si on se dit on vous dira combien vous gagnerez à la fin, il y a quand même assez peu de chances pour qu'on motive les collaborateurs. Donc pas de négo. En revanche, là on est en train de dans le raisonnement, on se dit je suis en enveloppe fermée, c'est-à-dire que je vais répartir une seule et même prime sur plusieurs personnes. En réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est je vais associer une prime à chacune des performances de mes collaborateurs. Et au global, j'aurai des coûts de distribution qui seront donc l'addition des rémunérations variables de chacun. Et à l'intérieur de ces rémunérations variables de chacun, il y aura une part collective et une part individuelle. Donc, a priori, le choix ensuite de la prime cible, c'est-à-dire de la prime que l'on donne à l'atteinte de l'objectif, elle dépend de chaque direction et de ses choix. Et en effet, si l'avant-vente pèse pour, je ne sais pas moi, 30 ou 40% de l'acte de vente final, il faudra certainement se dire que ça aura du sens de donner au moins un tiers des coûts de distribution à l'avant-vente. Je vous remercie. Et c'est très lié aussi à ce phénomène de travail en équipe, à ce qu'on peut ressentir quand on discute avec des commerciaux. Je pense notamment aussi à des commerciaux qui seraient soit terrain, soit en région, qui nous font part un petit peu de leur solitude dans leur travail, parce qu'ils ils prospectent parfois un peu tout seuls, ce qu'on appelle des loups qui sont un peu en voie de disparition. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous imaginez pour motiver justement les commerciaux? Donc il y a la rémunération variable. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on pourrait communiquer à la personne qui nous regarde? Alors, moi je pense très sincèrement que, heureusement d'ailleurs, les gens ne sont pas motivés que par l'argent. Ça reste un moteur de motivation évidemment fort, et notamment pour les forces commerciales, c'est évident. Et c'est loin d'être le seul, heureusement. Et d'ailleurs, le rôle du management est essentiel dans tout dispositif. Donc, bien entendu, on peut parler d'offrir des formations, de donner de la visibilité sur la progression de carrière, de parler d'ambiance même au travail. Ce sont des choses qui sont tout à fait essentielles pour, en tout cas, le développement des collaborateurs et qui participent à la motivation globale d'un collaborateur. La rémunération variable en est un élément, bien entendu pas le seul. Très bien, je vous remercie. On a reçu
chez Incentive, Graham Hopkins, au cours d'un webinaire passionnant, donc, qui est le CEO de SalesTribe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, qui nous a fait part de sa vision un petit peu disruptive, qui propose de supprimer les commissions liées à la vente et les remplacer par des indicateurs qui seraient plus qualitatifs, comme la satisfaction client ou le NPS, qui est le Net Promoter Score. Car sa vision est la suivante, c'est que 60% de ces statistiques, des personnes n'atteignent pas leurs objectifs, et donc ont tendance à faire un petit peu de la vente forcée, entre guillemets, ce qui fait qu'on obtient une satisfaction qui diminue des clients, et donc derrière une perte de ces mêmes clients, et donc de la valeur qui serait perdue pour l'entreprise. Et donc lui proposait cette stratégie de pas de commission, pas de quota. Donc, qu'en pensez-vous ? Bon, je ne suis pas tout à fait de cet avis, mais ça vous vous en doutiez. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, quand on dit commission, il y a un choix de mots qui est un peu particulier. Parce que commission veut dire commissionnement. Et veut dire, c'est quelque chose qui est assez ancestral en fait, le commissionnement. C'est je donne un pourcentage de ce que vous vendez. Bon. C'est assez simple, ça a l'avantage d'être très lisible, très compréhensible, facile à calculer. Mais pour autant, ça a aussi plein d'autres inconvénients, et notamment le fait qu'on n'introduit aucune notion d'exigence dans un commissionnement. C'est-à-dire que si votre collaborateur se contente de 200 € de commission, et que vous auriez aimé qu'il continue à travailler derrière, dommage, voilà, c'est lui qui se crée sa propre exigence. Donc ça, c'est un premier problème, c'est du commissionnement. En revanche, si on en revient à cette notion d'objectif, puisque vous me disiez 60% des commerciaux n'atteignent pas leur objectif. Alors déjà, ça, c'est pas très logique, parce que si 60% des commerciaux n'ont pas atteint l'objectif, il y a de grandes chances pour que l'entreprise n'ait pas atteint le sien. Parce que logiquement, si on prend un critère de rémunération, et qu'on regarde son comportement, si on va dire, l'équipe au global a atteint l'objectif, normalement, statistiquement, il y aura à peu près la moitié de l'équipe qui n'a pas atteint l'objectif et l'autre moitié qui l'aura atteint. Fameuse courbe de Gauss, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de stats. Du coup, par nature, si vous voulez, je doute un petit peu du 60% n'atteignent pas l'objectif. Et d'autre part, ce qui serait logique, c'est que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont perdu sur un cycle sont susceptibles normalement de gagner sur l'autre cycle de performance. Si ce sont tout le temps les mêmes, il faut s'interroger sur la façon dont on produit les objectifs, parce que ça veut dire qu'il y a un biais dans la production des objectifs. Si on donne si on ne donne pas la capacité à tous les collaborateurs de l'atteindre, cet objectif, à chaque nouveau cycle, c'est qu'on a un biais dans la façon dont on décline l'objectif. Donc en réalité, je pense que supprimer toute vision quantitative dans la rémunération variable n'a pas grand sens. Et, parce que malgré tout, c'est une façon importante d'émettre un niveau d'exigence qui va au final produire aussi la réussite de l'entreprise. Pour autant, je suis tout à fait d'accord pour dire que la notion de qualité, doit et peut être prise en compte dans les plans de rémunération, dans une proportion qui est plus ou moins forte, ça dépend des entreprises. Voilà, et puis ça dépend aussi des postes. On y réfléchit aujourd'hui avec Fnac Darty. Le Net Promoter Score, c'est un des éléments forts de la stratégie de l'entreprise. Donc oui, le quali peut prendre une part vraiment importante, et ça dépend d'ailleurs des postes occupés. Donc je suis d'accord, mais d'ici à supprimer complètement le quanti, je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionne bien. Notamment dans le secteur bancaire, certains ont souhaité, notamment parce que la réglementation les y poussait, supprimer la partie quantitative. Et les résultats commerciaux s'en sont fait ressentir assez vite et très rapidement. Donc voilà. Donc ils ont observé une décroissance des ventes suite à cet réagencement entre le quanti et le quali. D'autant que un client satisfait et content, c'est pas forcément un client qui a acheté. On lui a donné un très très bon conseil, mais il est allé acheter ailleurs. Il est ravi quand vous l'interrogez sur la qualité de la relation qu'il a eue avec son conseiller. Il est ravi.
Je vous remercie. Ce que je propose, c'est de passer aux questions de l'audience. Et nous avons reçu donc plusieurs questions de vous en amont du webinaire. Donc la première qui a été posée, c'est quel est le bon dosage à trouver entre la rémunération fixe et la rémunération variable, et quelles sont les règles pour la attribution? Alors, oui, en fait, il y a quelques bonnes pratiques en la matière. Déjà, un minimum. Combien ça doit peser à minima? On a l'habitude de dire entre 8 et 10% de la rémunération globale. C'est-à-dire à peu près un mois minimum. De variable. Ouais. Pourquoi? Parce que si ça pèse vraiment, si ça a un poids vraiment trop faible, encore une fois, il y a de grandes chances pour que ça ne motive pas à changer les comportements en profondeur. Et si on demande de gros efforts et que la récompense associée à cet effort est très faible, vous doutez bien qu'on ne va pas emmener grand monde vers cet objectif. D'autre part, si c'est très faible, on va encore une fois plutôt développer des comportements opportunistes. Si ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, je peux faire le petit geste supplémentaire pour aller chercher la prime, mais si j'en suis loin, je ne produirai pas de toute façon les efforts attendus. Donc ça, c'est pour le minimum, 8-10%. Ensuite, il y a un maximum. Après, voilà, faut le relativiser. Et ce maximum serait plutôt de 30%. Alors là aussi, pourquoi? Parce qu'au-delà de 30%, on ne va pas faire en sorte que la rémunération puisse être réellement variable. Qui dit variable dit que ça doit pouvoir passer par zéro. Or, si ça passe par zéro et que ça pèse plus de 30%, ça va être un peu compliqué, ça va être confiscatoire. Parce que si ça pèse 50% de la rémunération d'un collaborateur, vous doutez bien qu'il ne fait pas que se payer des vacances avec ça. Il va payer un bout de loyer ou un bout de crédit, etc. Et donc, par nature, on ne va pas pouvoir faire passer ça par zéro. Du coup, on va généralement y introduire d'ailleurs des tas de règles qui font que personne ne touche zéro. Et du coup, il y a une partie du variable qui ressemble à du fixe, puisqu'elle est acquise par nature. Donc, partout où, d'ailleurs, chez nos clients, on voyait des parts variables très importantes, 50-60%, partout, les règles de la rémunération variable introduisaient une notion de prime acquise. Ce qui veut dire que si vous voulez qu'elle soit réellement variable, 30%, on considère que c'est un maximum. C'est un maximum. Et dans le cas de commerciaux qui auraient ce qu'on dit capés, c'est-à-dire des seuils, dans ce cas, si une super vente est réalisée, il pourrait atteindre une rémunération de 70-80%, mais ce sera dans le cas d'une belle vente, donc sans risque, pour le mettre en difficulté. Encore le principe du commissionnement. En effet, les arbres peuvent monter jusqu'au ciel avec le commissionnement. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Pour autant, il faut quand même un peu se méfier aussi de l'effet d'aubaine. Vous voyez, si je reprends le cas de mon banquier, le gagnant du loto rentre dans son agence, c'est quand même beaucoup de chance, quoi. Vous voyez, il va certainement du coup bien faire son métier et convaincre de placer l'argent chez lui, tant mieux. Mais il y a un vrai effet d'aubaine, et du coup, si on était sur un pur commissionnement, comme c'était le cas il y a des années, ça aurait fabriqué une prime immense qu'il aura beaucoup de mal à reproduire l'année d'après, ou le cycle d'après. Donc, quand même se défier un peu de ça aussi. Ça crée après des complexités RH aussi qu'il faut gérer. Oui, de tension entre les forces commerciales. Oui, puis même d'écart de rémunération d'une année sur l'autre. Quelqu'un qui a la chance de souscrire le gagnant du loto, il n'aura peut-être pas un gagnant du loto chaque année. On a reçu une nouvelle question d'une personne qui nous regarde, qui est comment intégrer la marge donc dans la rémunération variable. Alors, je suppose que derrière cette question, il y a la marge par rapport au chiffre d'affaires qui est rapporté. Sachant qu'il y a tout un tas de choses, de lignes entre les deux. Oui, c'est un peu... La complexité, à mon avis, elle provient surtout du choix de l'indicateur. La notion de marge en elle-même, s'il s'agit véritablement d'un indicateur financier, il va être assez peu lisible, parce que pour passer du chiffre d'affaires à la marge au sens réel du terme, on va quand même retrancher beaucoup de choses. Et beaucoup de choses dont d'ailleurs le commercial ne détient pas forcément tous les leviers. Je ne suis pas certain qu'il ait tout ce qu'il faut pour comprendre les coûts de distribution,
les coûts financiers de l'entreprise, etc. Donc, même si on fait un raisonnement de marge brute, il va falloir que le commercial puisse le piloter, ça aussi. Et c'est pas évident non plus. Donc, dans certains cas, c'est nécessaire de raisonner en marge, et vous vous doutez bien qu'on l'utilise assez régulièrement, mais souvent on l'utilise sous une forme quand même un peu simplifiée. C'est pas un indicateur financier pur, un indicateur de marge brute assez simplifié. Et puis, dans la mesure où il va être globalement un peu plus sophistiqué ce critère qu'un simple chiffre d'affaires, on va en tenir compte parce qu'il faudra certainement créer un barème qui sera beaucoup plus large, parce qu'il y aura une dispersion des réalisés autour de l'objectif qui, par nature, nous obligera à créer des bornes dans le barème de rémunération qui seront beaucoup plus larges. J'espère que la réponse ça a répondu à votre question. Peut-être une dernière question de l'audience qui nous a été posée en amont, qui est faut-il impliquer les commerciaux donc dans la construction de leurs objectifs et du plan de rémunération? Alors, c'est toujours une tentation de faire du participatif, et je peux tout à fait comprendre cette tentation. En revanche, quand il s'agit de rémunération variable, ça risque d'être très déceptif d'associer les commerciaux à cette démarche, pour plein de raisons. La première, c'est que l'entreprise, elle est la seule à pouvoir fixer le niveau de son exigence de performance et d'y associer une prime. Elle est la seule à décider de cela. Et par conséquent, toutes les règles qui vont être choisies par l'entreprise pour décliner sa stratégie commerciale et donc pour atteindre le niveau de performance voulu, elle en est maître, et seul maître. Par conséquent, faire entre guillemets semblant de les associer à cette décision risque, à mon avis, plutôt d'être encore une fois très déceptif pour les équipes lorsqu'ils se rendront compte qu'au final, on les a alors certes réunis dans une salle, mais pas écoutés du tout, quoi. Parce qu'à la fin, le juge de paix, c'est oui, mais moi, mon budget, c'est ça, et la performance que j'en attends, c'est ça, donc point. Bon, voilà pourquoi je ne pense pas que ce soit forcément une très bonne idée. En revanche, il est absolument nécessaire, dans les phases de déploiement, de soigner énormément la communication. Pourquoi est-ce qu'on a changé? Qu'attend-on aujourd'hui des équipes? Pourquoi est-ce que dans le plan, on le formule de telle et telle façon? Il faut répondre aux questions, il faut alors là faire un vrai exercice de transparence. Mais pas en amont, en aval. En aval. Très bien. Alors, dans toute cette série de webinaires, on pose à tous nos invités qu'on reçoit la même question, qui est d'ailleurs très liée à notre thème de Future of Sales. Donc la question est la suivante, c'est quelle est votre vision de l'organisation commerciale du futur? Alors, la question est vaste, et pour être clair, je la trouve assez complexe. Mais je dirais que pour ma part, en tout cas, à moyen long terme, je ne vois pas de grande rupture dans le schéma organisationnel par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. En revanche, il me semble que un certain nombre de choses vont devenir de plus en plus importantes, et notamment le lien qu'il y a entre le marketing et les équipes commerciales, qui est beaucoup plus profond aujourd'hui. On le voit, hein. Avant, l'image qu'on avait du commercial des années 80, voire même des années 90, c'était le chasseur qui essayait de passer les barrages secrétaires et qui rappelait sur une liste qu'on lui avait donnée. On voit bien que tout ça s'est terminé, qu'on va capter de plus en plus de connaissances, prospects et clients en amont, que ce qu'on attend en fait du commercial, c'est de qualifier au maximum le besoin, etc. Mais plus trop de se dire je vais taper dans le dur, cette vision du je tape dans le dur, cette expression est un peu visible aujourd'hui. Donc le rôle, à mon avis, des équipes marketing va devenir prépondérant dans le fait qu'un commercial puisse être en succès. Et par conséquent, on parlait tout à l'heure d'introduire du collectif. Il faudra peut-être se poser la question de comment est-ce qu'on rémunère les équipes marketing qui aujourd'hui sont quand même très associées au succès commercial de l'entreprise. Donc ça, c'est clairement pour moi quelque chose qui va devenir prépondérant dans les années à venir et qui modifiera certainement un peu la façon dont on organise les entreprises aujourd'hui, et on verra plus trop de séparation d'ailleurs, à mon avis, entre les équipes market et les équipes commerciales.
Et puis, le deuxième point, c'est certainement un gain d'efficacité. Ça, c'est assez logique. En fait, nos outils de communication évoluent. Ils évoluent quand même très vite. Et je pense qu'on sera certainement plus enclin à développer le nombre de contacts clients. Mais il y aura peut-être beaucoup moins de rendez-vous physiques et beaucoup plus d'outils de communication qui permettront d'être plus présents auprès des clients, mais avec plus d'efficacité. Donc, si on résume, plus de collaboratifs, notamment avec les équipes marketing, et des communications qui seraient plus efficaces avec les clients, à la fois en physique, mais aussi pouvoir garder un lien en permanence, notamment grâce vers ce digital. Fabien Lucron, je vous remercie, en tout cas pour l'échange et pour votre intervention passionnante aujourd'hui sur la rémunération variable. Demain, nous recevrons donc Stéphane Picheri, qui est Managing Partner chez Crotamer, pour parler de la transformation du rôle du manager en manager coach. Nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça vous a plu et on vous dit à demain. Merci à tous.